Mais je vais commencer par me présenter le temps que tu installes. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Baptiste Bugzinski. Je travaille au service économie des filières de l'Institut depuis un moment, mais ça fait seulement un an que je travaille sur la conjoncture laitière. Avant, j'étais plutôt dans la viande bovine. Donc aujourd'hui, j'ai deux lourdes tâches. La première, c'est dans la présentation de ce panorama mondial, de succéder à Gérard Riou, qui est parti à la retraite il n'y a pas longtemps. Et une deuxième lourde tâche qui est de précéder Christophe Lafougère, qui va nous faire un excellent exposé juste après. Donc je vais essayer au moins de lui faire une bonne introduction. Toutes les données que je vais vous présenter, hein, bien évidemment, et Samuel vous l'a dit en préambule, elles sont disponibles dans le dossier économie de l'élevage que vous avez à l'entrée de la salle. Mais trêve de plaisanterie, on va commencer, on va rentrer dans le dur parce que j'ai quelques diapos et j'ai pas beaucoup de temps. On va commencer par la production. La production mondiale, elle a connu une croissance modérée en 2024. On est à hauteur de 1,5% de croissance, soit ce qui représente à peu près 14 millions de tonnes de lait sur les 980 000 produits en 2024. Et si vous regardez le graphique de droite, hein, et c'est pas nouveau, c'est que depuis de nombreuses années, la croissance, elle est essentiellement portée par le continent asiatique. Et c'était le cas aussi en 2024, puisque sur les 14 millions de tonnes de croissance, il y en a 85%, soit 12 millions qui sont issus de l'Asie. J'y reviendrai juste après, sachant que la croissance mondiale, elle est actuellement sur des tendances qui sont bien moins importantes que celles qu'on avait connues lors de la précédente décennie, pardon, et que cette croissance, elle se fait au plus près des bassins de consommation. Donc, je vous ai dit hein, que la croissance mondiale, elle était portée par l'Asie. Il y a longtemps eu dans le continent asiatique la Chine. Ce n'est pas le cas en 2024, puisque si vous regardez ce graphique, hein, vous voyez la Chine qui est en 5e position et il faut regarder les histogrammes bleus qui sont la croissance de 2024 par rapport à 2023. Il n'y a pas eu de croissance en Chine et c'est une première depuis un moment. L'essentiel de la croissance asiatique, elle s'est faite via deux pays qui connaissent des croissances continues de leur production, c'est l'Inde et le Pakistan, et où la production, elle sert en grande partie ou quasi intégralement à contenter la consommation domestique. Et du côté de nos bassins exportateurs traditionnels, on a des croissances qui sont plus modérées, notamment côté Nouvelle-Zélande, avec une petite croissance de 1%, hein, qui est un léger rebond, mais ça, ma collègue Virginie vous en parlera cet après-midi. Et puis côté Union européenne, un petit rebond à hauteur de 0,5% de croissance sur un an, ce qui reste assez limité. Et si on prend les autres bassins de production exportateurs comme les États-Unis, on a même eu un léger repli à hauteur de 0,2%. Donc côté bassin exportateur, les évolutions, elles ne sont pas aussi linéaires que ça. Hein. Si on se concentre sur la droite de ce graphique, vous avez les évolutions sur un an, mois par mois, de la collecte de 5 principaux exportateurs que sont l'Europe, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'Argentine. Et vous voyez que l'année 2024, en fait, au niveau collecte, elle s'est faite en 3 temps. Un premier temps où la production, notamment sur le premier semestre, a été plutôt limitée. En Argentine qui a subi 3 années de sécheresse consécutives, plus des crises économiques qui ont fait que finalement, il y avait assez peu de disponibilité en termes de fourrage, qu'on parle de qualité ou de quantité, et puis des manques de trésorerie qui ont poussé certains éleveurs à réformer, et donc moins de vaches, moins de fourrage, ça fait moins de lait. Pareil aux États-Unis, hein, où finalement la production en début d'année a été plutôt limitée dans le sillage d'un recul du cheptel de vaches laitières avant de se redresser. Et puis côté Nouvelle-Zélande, on a eu une fin de campagne laitière précédente qui a été un peu compliquée. Mais à partir du milieu d'année, dans le sillage notamment d'une demande mondiale assez importante sur les matières grasses et notamment le beurre, on a une collecte qui s'est redressée, d'une part avec un bon début de collecte sur la nouvelle campagne laitière en Nouvelle-Zélande, mais aussi un redressement de la production aux États-Unis. Et puis en fin d'année, un petit fléchissement qui est notamment lié
à l'apparition ou au développement de certaines épizooties, soit la FCO dans une partie de l'Europe et surtout l'IAHP qui est l'influenza aviaire hautement pathogène, donc la grippe aviaire aux États-Unis qui, comme son nom ne l'indique pas, touche également les élevages laitiers et a eu des effets assez importants sur la production, mais ce sera un objet de mon exposé cet après-midi, donc je ne m'appesantis pas. Donc voilà sur l'année laitière côté des grands bassins exportateurs. Je vous ai dit que finalement, on avait des prix qui avaient été plus porteurs côté beurre sur les marchés mondiaux. J'y reviendrai juste après. Mais cette demande en beurre a été plutôt salvatrice, en tout cas a plutôt soutenu les prix. Vous avez ici les prix du lait payés aux livreurs en France, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et en Argentine. Et si on regarde la France, où la courbe est plutôt flat, mais là aussi, on a un effet du lissage sur 12 mois, où les prix se sont maintenus, puisque sur l'année, on est à 470 € les 1000 litres, ce qui est sensiblement équivalent à l'année 2023. On voit que progressivement, ailleurs, les prix se sont redressés, avec une progression du prix assez importante aux États-Unis, où le prix a dépassé le prix français, et également en Nouvelle-Zélande. Ce serait peut-être encore plus parlant si j'avais mis les prix mensuels. Mais voilà, on a la tendance croissante qui est liée à l'évolution des marchés internationaux. Et ces marchés internationaux, là, vous les retrouvez sur cette courbe, dans laquelle vous allez retrouver en vert et jaune les évolutions des cotations de beurre dans le monde et en UE. Et puis, à contrario, la poudre maigre UE Monde en rouge et en bleu avec des évolutions assez contrastées. Et le cours du beurre a nettement évolué, hein. Puisque si vous prenez la courbe verte, qui est la courbe prix monde, on a un prix en moyenne annuelle qui a atteint 6 200 € la tonne et qui est très nettement supérieur au prix de 2023, mais aussi à l'année qui constituait le précédent record de 2022, hein, puisqu'on est à plus 6% par rapport à 2022. Et puis on a d'autres, les autres les ingrédients laitiers ont également augmenté. C'est notamment le cas de la poudre grasse qui se situe à un niveau intermédiaire entre 2023 et 2022. Et d'une façon plus limitée pour la poudre maigre ou le cheddar. Donc, je vous ai dit que les cours du beurre ont augmenté au niveau mondial. Alors, ce n'est pas là non plus tout à fait linéaire et tout à fait équivalent entre les différents exportateurs de cette denrée, sachant que globalement, les prix étaient haussiers partout lors du premier semestre, porté notamment par une demande états-unienne assez importante afin de constituer des stocks pour la fin de l'année. Et ça, j'y reviendrai cet après-midi. Et avec une offre plutôt limitée, on a des prix qui ont augmenté partout ailleurs et qui sont restés plutôt soutenus à la fois en Océanie, où la demande à l'export a été assez importante, mais aussi dans l'Union européenne, où la demande était importante et l'offre pas forcément en adéquation. Donc voilà un peu sur les facteurs qui ont entraîné la progression du prix du lait. Donc maintenant, on va se focaliser un peu sur les exports, sachant que je vous ai déjà présenté donc l'évolution de la production que vous retrouvez en bleu sur ce graphique. Donc une production en hausse et c'est un peu écrasé, mais des échanges qui finalement se sont retrouvés en baisse. On les estime à 87 millions de tonnes équivalent lait en 2024, ce qui représente une baisse de mémoire de 1,7% et surtout de 1,5 million de tonnes équivalent lait. Et vous voyez qu'avec une production en hausse et des exportations en baisse, la courbe verte, qui est la part de production échangée dans le monde, a diminué une nouvelle fois pour la troisième année consécutive en 2024. Le fait qui est un peu nouveau, c'est qu'on avait un peu des fois un marché dual avec une progression des échanges ou au moins une stabilisation des échanges côté matières grasses et une baisse côté protéines sur les 2-3 années récentes. Ce n'était pas le cas en 2024, puisqu'à la fois les échanges de protéines et à la fois les échanges de matières grasses ont reculé cette année. Donc, si on se focalise un peu sur ces échanges, là, on parle d'échanges en volume. Je vous l'ai dit, on a 1,5 million de tonnes équivalent lait échangées en moins, soit 1,7%. La baisse, elle concerne notamment certains grands bassins exportateurs. C'est le cas de l'Union européenne à 27 et de la Nouvelle-Zélande. Même si, à contrario, les États-Unis, qui est le troisième bassin exportateur en volume, a vu ses exportations progresser.
on a sur ces 3 bassins un repli des exportations, alors que ces 3 pays concentrent près de 70% des échanges de produits laitiers sur la planète. Et puis derrière, on a des évolutions assez diverses que je ne vais pas forcément détailler, puisque les 5 pays suivants représentent plus que 16% des échanges en 2024, contre encore 18% en 2010. Donc on a des évolutions qui sont contrastées. Peut-être à noter le petit rebond de l'Australie, qui a été pendant des années assez affecté par les incidents climatiques et qui, au vu de la progression, ou en tout cas du rebond de sa collecte, a pu être de nouveau présent sur le marché mondial, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Même si le rebond reste bien évidemment limité, on est très très loin des niveaux d'exportation avant le début des différents incidents climatiques. Donc là, vous avez le même type de figure, mais côté importateur. J'attire juste votre attention sur le fait que là, on est à la fois en volume sur le graphique de gauche et en valeur sur le graphique de droite, ce qui fait que vous ne retrouvez pas forcément le même ordre dans les pays exportateurs. Le premier constat, et le fait le plus marquant, qui est aussi un driver assez important sur le marché mondial, c'est l'activité de la Chine à l'import. Et vous voyez qu'à nouveau, les importations chinoises ont reculé dans le sillage d'une crise économique qui est assez latente, mais aussi de disponibilité en Chine qui sont année après année plus importantes. Et donc, un retrait assez important côté chinois. Après, sur les autres pays, on a des situations qui sont plus stable et avec des évolutions moins importantes, sachant qu'un des constats par rapport à la diapositive précédente, c'est que si les côtés exportateurs, finalement, l'offre elle est assez concentrée, puisqu'on a trois pays ou 3 zones qui représentent 70% des échanges, là on est sur des niveaux d'acheteurs ou de clients qui sont beaucoup plus diffus, puisque les 3 premiers acheteurs ne représentent que 23% des échanges internationaux en volume, et que les 12 pays qui sont présents sur le graphique de gauche ne représentent qu'à peine plus de la moitié des échanges en volume. Et puis le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est que l'Asie, si elle est un continent assez important en termes de production, c'est aussi un continent assez important en termes d'achat, puisque plus de 50% des échanges sont absorbés par l'Asie en volume, loin devant l'Afrique qui représente à peine plus de 10%. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé d'exportation en volume. Cette fois-ci, c'est les exportations en valeur. Tout à l'heure, je vous ai dit que ça baissait. Maintenant, je vous dis que ça monte. Logiquement, vous avez vu les évolutions des cours mondiaux avec une progression des cours mondiaux, certes assez limitée pour les fromages et pour la poudre maigre, mais un redressement des cours, notamment pour les poudres grasses et surtout pour le beurre. On a des échanges qui ont rebondi à 72 milliards d'euros, soit une hausse qu'on estime à 3%. Et donc, sur le graphique de droite, vous voyez que la distribution en valeur, même si l'ordre est le même entre l'Union européenne à 27, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, on a un vrai écart entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande, lié à la qualité à un différentiel qualitatif entre les produits exportés, puisque la valeur unitaire des exportations européennes, elle dépasse les 1 000 euros la tonne équivalent lait. On est à 1 100 euros, alors qu'on est à peine 630 euros côté néo-zélandais. Et je voulais aussi vous mettre un petit point de repère, c'est que l'Union européenne, elle échange avec les pays tiers 28 milliards d'euros de produits laitiers. C'est très très loin de ce qu'elle échange, en tout cas de ce que ces États membres échangent entre eux, puisque le commerce intra-européen, c'est un peu moins de 53 milliards d'euros sur la même année. Donc pour avancer, il ne me reste plus beaucoup de temps, mais même type de présentation, toujours des échanges en valeur, mais cette fois-ci, elles ne sont plus ventilées par pays exportateurs, mais par denrées exportées. Donc je vous apprends rien, et ce sera largement développé par Christophe juste après. C'est que le fromage reste la denrée la plus échangée, à la fois en valeur, et on le verra après en volume, puisque c'est un peu plus de 17 milliards d'euros échangés, soit 24%, presque un quart des échanges en valeur en 2024. Les poudres maigres et grasses, si ça représente des volumes assez importants, c'est que à peine 20% de la valeur des produits laitiers échangés.
On a la poudre de lait infantile qui, pour l'instant, reste le deuxième poste d'export avec 11% des échanges internationaux, même si il y a quelques inquiétudes, mais là aussi Christophe vous en parlera juste après. Et puis côté beurre, qui a été, je vous ai dit, un des principaux drivers de l'évolution des prix et de l'affolement des marchés en 2024, finalement le beurre représente que à peine 10% de la valeur des échanges de produits laitiers. Avant de conclure, juste quelques éléments sur les évolutions. On a des évolutions contrastées selon les produits. On l'a vu en valeur, on le voit bien en volume là, puisqu'on a des évolutions annuelles par produit. Et donc on le disait, des fromages qui sont toujours en croissance assez régulière et qui ont à nouveau en volume augmenté en 2024 à près de 2,5% et près de 3,4 millions de tonnes. C'était le cas aussi pour le lactosérum, le lait infantile et la caséine. Ce n'était pas le cas pour le beurre, qui, malgré ce que je vous ai dit, avec des prix assez importants, assez peu de disponibilité, ce qui fait que ça aussi, ça a affolé les marchés. Donc, on a un niveau de beurre échangé qui a été assez stable, à un peu plus d'un million de tonnes. Et puis, des poudres, que ce soit des poudres maigres ou grasses, qui ont nettement reflué. Et dans un degré moindre, des poudres de lait réengraissé, ou FFMP, qui est l'acronyme anglais, qui ont vu leur niveau de volume échangé un peu limité. Je finirai juste par 2 diapos pour ne pas être trop long, simplement pour vous montrer que l'Union européenne, parmi tous ces ingrédients, toutes ces denrées échangées côté produits laitiers, elle reste en pole position sur les fromages, les poudres de lactosérum, le lait infantile et la poudre de lait réengraissé. C'est le cas notamment des fromages, puisque l'Europe détient 41% de part de marché sur les marchés mondiaux. Sur la poudre de lait réengraissé, c'est un peu plus diffus, sachant qu'il y a une bonne partie des 57% qui sont issus d'autres pays, qui est simplement lié à de l'achat de poudre maigre qui est réengraissée par des pays importateurs qui réexportent ensuite. Donc voilà, côté Europe, je ne vais pas être très très long sur les perspectives 2025, sachant que Christophe va largement développer ça juste après. Vous voyez que dans le tableau, il y a beaucoup d'informations et il y a aussi beaucoup de points d'interrogation. C'est notamment lié à tout ce qui a été dit dans les présentations précédentes en lien avec la guerre commerciale imposée par Trump. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la croissance de l'offre, elle devrait être globalement assez limitée, avec l'Asie qui devrait être toujours moteur de la croissance mondiale, et notamment en Inde et au Pakistan, sachant qu'en Chine, on est beaucoup plus mesuré sur l'évolution potentielle de la production en 2025. La croissance, on l'estime au mieux limitée dans l'Union européenne comme en 2024. Et éventuellement, on l'estime en baisse. Ça dépendra aussi de l'effet des épisodies, tout comme aux États-Unis. Même si là, on voit, et on le verra cet après-midi, qu'on assiste à des signes de rebond de la production, la guerre commerciale et surtout la reprise potentielle de la grippe aviaire aux États-Unis pose beaucoup de questions. Et enfin, sur l'hémisphère sud, si la Nouvelle-Zélande, on peut anticiper un bon début de campagne, le fait qu'on soit dans une certaine difficulté en termes de climat, ça soulève beaucoup de questions. Côté demande en produits laitiers, je vais faire assez vite. Beaucoup d'incertitudes, notamment liées aux effets de la politique de Trump sur la croissance mondiale. Et donc, on peut se poser la question de savoir quel pays sera à l'achat en fonction des évolutions de croissance de PIB, ce qui a été évoqué tout à l'heure. Et côté offre, finalement, même si actuellement on a des stocks qui sont plutôt étoffés côté États-Unis, côté matières grasses, et plus légèrement étoffés en Nouvelle-Zélande, ils sont assez stables ailleurs. On a des disponibilités qui sont un peu supérieures, mais on a de grandes incertitudes sur le second semestre, ce qui nous fait dire que si, côté cours des ingrédients ou côté des prix, on assiste actuellement à un petit réajustement à la baisse, on a des prix qui devraient rester globalement soutenus, tout comme les marges à horizon 2025. Voilà pour être